Alors, nous avons vu la semaine dernière qu'à une exception près, il n'y a pas de document juridique en copte et lorsque deux individus souhaitaient passer une transaction, ils devaient le faire en grec, seule langue acceptable pour les contrats. Pourtant, je vous ai parlé d'une petite série de contrats grecs des années 520-550 qui portent des sortes de résumés en copte sur leur verso. Aurait-on affaire donc à des exceptions à cette règle de l'exclusivité du grec? Pour cela, il nous faut regarder de plus près ces textes. Alors, un premier ensemble vient des archives de Torinos. Vous avez le premier contrat sous les yeux. Il s'agit d'une déposition d'un certain Dorothéos qui est défensor. Défensor, j'aurai l'occasion d'y revenir cette année. C'est un fonctionnaire de la justice, fonctionnaire qui avait pour vocation de défendre les petits, disons, contre les exactions des grands. Et sur le verso donc, de cette déposition, on trouve un texte copte qui a été mal édité dans son édition. Et je vous propose donc de le lire de la façon suivante. Déposition du défensor concernant les habitants de Senkyriet. Il s'agit en fait d'un problème de bornage qui a suscité cette affaire. Le texte suivant est un reçu fiscal, toujours des archives de Torinos, et nous trouvons donc écrit en copte sur le verso la phrase suivante, reçu de firmer pour la première indiction, un solidus, donc un sou d'or. On notera au passage que la lettre copte ori, qui ressemble à un S en miroir, est écrit ici à l'envers, c'est-à-dire comme nos S, ce qui semblerait peut-être être l'indice d'un semi-analphabétisme. Texte suivant, c'est un contrat de location qui porte sur son verso un titre. Est-ce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, mais peu importe. Vous avez donc le texte grec, location de Théodore, fils de Koloutos, originaire d'Hermopolis. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait mis le résumé de ce contrat grec en grec sur le verso. En revanche, ce qui est beaucoup moins normal, c'est de voir écrit en copte quelque chose, c'est les lignes 22, 23, 24 à l'écran, dont je vous donne la traduction, le règlement pour les récoltes de la 5e indiction. Ensuite, on a quelque chose d'un peu incertain qui pourrait être un nom de personne, peut-être Phipès pour Phibis, 8 solidi, moins 24 carats. Et là, je m'aide d'une lecture que me propose Alain Delattre. Ensuite, il est question d'un monsieur appelé Colté de Tonnet, 8 solidi, moins 5 carats chacun. J'aurai l'occasion de revenir sur ce texte tout à l'heure. Puis le dernier texte des archives de Torinos, c'est un contrat de location avec, là encore, une annotation en copte au verso qui a été mal lue dans la première édition. Et comme il s'agit d'un contrat de location, je vous propose de lire en copte te mistoseis avec une faute d'orthographe, donc location, et ensuite à la ligne suivante on lit tioré, terrain 2, etc. Mais malheureusement, cette annotation est extrêmement lacunaire. Nous passons ensuite à un deuxième ensemble, ce sont les archives du monastère d'Apassabinos, monastère dit du rocher septentrional d'Antinopolis. Alors je vous signale que ce sont des archives qui sont pour l'instant presque entièrement inconnues et qui se trouvent précisément, dont la plus grosse partie se trouve précisément à Paris et dans la collection papyrologique de l'École pratique des hautes études. Eh bien, dans un papyrus de Prague, qui est une vente à terme, on a vu que les ventes à terme, c'était des sortes de prêts, vente à terme de poterie, de récipients, eh bien, nous lisons sur le verso « Reconnaissance de dette du fabricant de récipients ». Et nous passons au troisième et dernier ensemble, ce sont les archives du monastère d'Appa Apollo à Bawit. Alors, voilà où se trouve Bawit, nous sommes en Moyenne-Égypte, je vous ai mis une photo
du site, une vieille photo du site, lorsqu'on a commencé à fouiller ce site au début du XXe siècle. Je vous signale que le site fait toujours l'objet d'investigations archéologiques dans le cadre d'une mission conjointe du Musée du Louvre et de l'Institut français d'archéologie orientale. Eh bien, on a trouvé un certain nombre de papyrus. Beaucoup ont été dispersés dans diverses collections. Et dans une collection qui se trouve à Athènes, on trouve un certain nombre de papyrus qui proviennent de ce monastère et qui portent eux aussi des mentions en copte sur le verso, alors que les textes principaux sont écrits en grec. Alors voici le premier. Vous voyez que après un titre grec tout à fait normal, kéirographion, c'est-à-dire un type de prénom non formel, entre Matthias, fils de Pamounios, etc., eh bien, on a une annotation en copte que je vous lis. Pemoeir, qui est probablement le toponyme Moirai, qui est l'actuel Maïr en Égypte, Matthias, fils de Pamouné, et Abraham, fils de Daniel, un Solidus. Alors, je passe plus vite sur les autres. Vous voyez qu'il s'agit là encore d'annotations souvent assez lacunaires. Celle-ci l'est un petit peu moins. Il s'agit de 2 fragments de papyrus qui ont été raccordés et on peut lire Abraham, fils de Papnouté, et Macaré, fils de Victor, qui est débiteur de un tel fils de Papnouté, le chamelier, pour la somme d'un solidus, moins 6 carats. Un autre texte où on a, après un résumé en grec, une annotation en copte, Anoub, fils de David, qui est débiteur d'Appa Andreas, et encore celui-ci, où on voit qu'il s'agit d'une Madame Teucrompé, fille de, et après un vacat, on a le titre en grec, et enfin celui-ci, Victor, fils d'Olympios, qui est débiteur de, et le reste est en lacune. Alors, la plupart du temps, ces notations d'une ou 2 lignes redoublent, vous le voyez, le titre du document qui est indiqué en grec, comme il se doit, sur le verso du document, et elles sont toujours écrites par une autre personne, par une autre main. Elles ont donc été ajoutées ultérieurement et n'appartiennent pas, et j'insiste bien là-dessus, n'appartiennent pas à la rédaction proprement dite du document. Ce sont des annotations dues à quelqu'un, probablement plus à l'aise avec le copte qu'avec le grec, annotation qui lui permettait de repérer plus facilement un document une fois que celui-ci était enroulé et archivé. Alors peut-être s'agissait-il d'un archiviste des monastères de Bawit ou d'Apassabinos, moins hellénophone que ses prédécesseurs. On peut même aller plus loin avec les textes des archives de Torinos. On est frappé, comme vous le voyez à l'écran, par la maladresse de l'écriture ou des écritures, parce qu'il y en a plusieurs. Outre l'inexpérience de l'écriture, écriture qui ressemble à celle d'un semi-analphabète, on relève, entre autres erreurs, des confusions graphiques qui ne peuvent s'expliquer que par une mécompréhension d'un original préexistant. Et vous avez à l'écran un exemple avec cette déposition auprès du défenseur, et vous voyez que le titre copte qui a été donné, c'est pes phragisma, qui ne veut absolument rien dire. En fait, il s'agit d'un mot grec qui est ex phragisma, et en fait, vous avez tout simplement une confusion entre le ek, epsilon, kappa, qui, par une série de glissements que j'ai essayé de visualiser à l'écran, est devenu eta sigma, d'où la forme pes phragisma qui est utilisée par notre semi-analphabète. Bref, ce monsieur ne semble pas vraiment comprendre ce qu'il écrit. Aussi, suis-je enclin à penser que ces annotations relèvent d'une sorte d'exercice, peut-être dans le cadre d'un apprentissage du copte, et qu'elles doivent être complètement dissociées, non seulement, on l'a vu, de la rédaction de l'acte, mais même, je dirais, de son utilisation ultérieure. Cette conclusion me semble trouver un appui plus solide encore avec un des premiers textes des archives de Torinos qu'on a vu, c'est le papyrus de Bégéou 2683. Il s'agit de 3 lignes de conte
qui plus est écrite dans l'autre sens par rapport à l'endossement grec. 3 lignes de compte qui sont très difficilement lisibles tant la main est inexpérimentée. Mais surtout, j'attire votre attention sur le fait que ces 3 lignes de compte n'ont absolument aucun rapport avec le texte grec écrit sur le recto. Nous sommes donc là dans le pur exercice. Nous pouvons donc affirmer que non seulement les textes juridiques étaient toujours écrits en grec, mais que les titres qui en résument le contenu sur le dos du feuillet étaient là aussi toujours rédigés en grec. À aucun moment du processus éditorial du document, le copte n'intervenait. L'invisibilité du copte dans les documents relevant de la sphère publique a aussi son pendant dans l'espace public. Comme l'écrit Jacques van der Vliet, je le cite, « L'espace public de l'Égypte chrétienne a été, jusqu'à une époque difficile à préciser avec certitude, exclusivement grec. Il est peu probable qu'au IVe et au Ve siècle, et j'ajouterai même au VIe siècle, la langue copte ait été jamais utilisée pour des inscriptions monumentales. La première inscription copte monumentale est, à ma connaissance, une dédicace commémorant la transformation d'un temple païen en église. Il s'agit d'une inscription trouvée à Dendour, donc vous voyez, on est dans le sud, vraiment le sud de l'Égypte, une inscription qui date de 559 ou 574, mais vous voyez qu'en fait, il s'agit d'une inscription de provenance très périphérique, puisque, en plus, elle est le fait du roi Noubad, Ey-par-Nomé. Les Noubades étaient une peuplade du sud de l'Égypte. Cette coïncidence de carence, on va dire, entre inscription publique et papyrus juridique ou papyrus administratif en copte me semble mériter d'être soulignée. Même les inscriptions dédicatoires d'église, et je ne parle pas des monastères qui n'appartiennent pas vraiment, on va dire, à l'espace public, même les inscriptions dédicatoires d'église étaient en grec, langue officielle de l'Église. J'aurai l'occasion d'y revenir. Autrement, les premières inscriptions coptes, qui sont, je dois le dire, toujours difficiles à dater, appartiennent au domaine privé. Ce sont des épitaphes qui intègrent d'ailleurs souvent des parties en grec, des invocations divines, des différentes formulations, comme j'aurai l'occasion de le montrer plus tard. Donc ce sont des épitaphes ou bien des graffitis laissés par des particuliers lors de leurs visites touristiques dans des sites de la vallée du Nil. Par exemple, ce graffito, gravé grossièrement par un certain Camée, fils de Paul, sur un rocher près d'une cellule aménagée dans la montagne, dans les environs du monastère d'Épiphane. Nous sommes à Thèbes-Ouest. Inscription datée de la dernière année du règne de Phocas. Donc nous sommes en 609-610, d'après le protocole impérial qui est employé dans ce graffito de façon d'ailleurs fort inhabituelle, parce qu'en règle générale, quand on laisse des graffitis, on ne prend pas la peine de mettre un protocole impérial, de dire sous quel règne on se trouve, etc. Alors, on remarquera cependant que même dans l'espace privé, l'épigraphie répugnait à faire place aux coptes. Et c'est le cas de ce qu'on appelle l'instrumentum domesticum, c'est-à-dire les objets de la vie de tous les jours. Si nous prenons le cas, par exemple, de la vaisselle d'apparat, sur laquelle il était d'usage d'apposer des inscriptions relatives aux propriétaires ou des dédicaces à des saints personnages ou des maximes, eh bien, nous constatons effectivement que le copte n'était pas employé. Par exemple, toutes les cuillères, je prends cet exemple parce qu'il se trouve que j'ai récemment eu l'occasion de faire un catalogue des cuillères inscrites de l'Égypte avec ma collègue du Louvre, Dominique Bénazé, eh bien, toutes les inscriptions qui se trouvent sur les cuillères égyptiennes eh bien, sont pourvues d'inscriptions en grec,
je vous montre un exemple de cuillère inscrite, une belle cuillère en argent qui se trouve au musée Benaki et qui vient de Moyenne-Égypte, de Touna el-Gebel, avec, vous voyez, une petite maxime, mais Périergos, ne sois pas indiscret. Et là, vous avez sous les yeux la liste de toutes les inscriptions trouvées sur des cuillères de l'Antiquité tardive, du début de l'époque byzantine, et vous voyez qu'elles sont toutes, absolument toutes, en grec. L'absence d'inscription copte au profit du grec n'est pas étonnante et doit être rapportée plus généralement à l'invisibilité totale du copte dans l'épigraphie des 4e, 6e siècles. Alors certes, nos inscriptions sur cuillère sont plus modestes qu'une inscription sur pierre, par exemple, et n'ont pas vocation, dirais-je, à prendre place dans l'espace public. Mais elles n'en sont pas moins révélateurs d'un caractère ostentatoire qui les destine à être lus par des personnes extérieures au cercle plus strictement familial. De ce point de vue, ces cuillères, ces inscriptions sur les cuillères, nous instruisent des choix culturels que les commanditaires souhaitaient afficher, et j'insiste bien sur ce thème d'afficher. Elles se veulent des marqueurs culturels qui dépassent le cadre privé pour transmettre un message à une communauté, même si c'est une communauté assez restreinte. Or, on le voit, le copte n'y a pas de place. Alors, résumons la situation en essayant de situer le copte dans la gamme des modalités que connaît la culture écrite de l'époque. Quel champ de l'écrit le copte avait-il investi durant les 4e, 6e siècles? Il faut même partir de la fin du IIIe siècle. Cela nous amène à faire au préalable une typologie de l'écrit d'après la documentation qui nous est parvenue. Celle-ci est habituellement classée en papyrus littéraire d'un côté, papyrus documentaire de l'autre. C'est une division assez grossière qui ne rend pas justice à la variété des écrits relevant de ces deux classes de papyrus et qui omet le cas, je viens d'en parler, de l'épigraphie. Je proposerai la typologie suivante. Alors, tout en disant que je ne méconnais pas la diversité des angles d'approche possibles qui conditionnent chacun des classifications différentes, mais je vais volontairement essayer de simplifier les choses pour ne pas sombrer dans une espèce de nominalisme inexploitable. Et je laisserai notamment de côté le problème des papyrus paralittéraires. Alors, dans cette typologie que je vous propose, eh bien, nous avons l'écrit que j'appellerai pérenne, c'est-à-dire les livres. Production écrite faite pour durer et se diffuser au-delà du cercle de leur créateur ou de leur commanditaire. On n'écrit pas un livre juste pour soi-même, on écrit un livre pour quelqu'un qui l'a commandé et qui ensuite passera d'une génération à une autre génération. Cet écrit pérenne est de deux ordres. La littérature de reproduction, il s'agit de textes préexistants qui ont fait l'objet d'une édition ou d'une tradition, par exemple Homère, qu'on continue à copier au 5e, 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Autrement dit, de textes destinés à la publicité, donnant lieu à un travail éditorial et à une diffusion large qui ne se limite pas à une seule catégorie professionnelle et dont la durée peut être indéfinie, par opposition, par exemple, dans le domaine du document, à une circulaire administrative qui, elle aussi, peut être recopiée en plusieurs exemplaires, peut être diffusée, mais auprès d'un groupe d'individus circonscrits professionnellement et temporellement, contrairement à un livre. Et puis, vous avez la littérature que j'appellerais de création. Il s'agit de la littérature originale qui, selon son succès, peut à son tour devenir littérature de reproduction et entrer dans le flux de la tradition et être copié, recopié, etc. Et puis vous avez l'écrit que j'appellerais quotidien, que nous autres modernes avons pris l'habitude d'appeler document. Appellation commodément englobante, mais d'un grand flou en ce qu'elle recouvre une réalité absolument foisonnante. Alors, sans entrer dans une typologie trop nuancée, il peut s'agir
d'écrits qu'un particulier rédige pour lui-même, des pense-bêtes, des contes, des listes, etc. Il peut s'agir d'écrits que s'échangent deux particuliers. On a eu l'occasion d'en voir un certain nombre l'année dernière et cette année, des lettres privées ou des lettres d'affaires. De documents témoignant d'un échange entre deux particuliers encore, mais cette fois-ci dans le cadre juridique, dans un cadre juridique, par exemple des contrats. C'est ce qu'on appelle les documents juridiques, en anglais les legal texts. Il peut s'agir de documents adressés par un particulier à l'administration, des pétitions ou diverses demandes, ou inversement, de documents adressés par l'administration à un particulier. Il s'agit là donc de reçus fiscaux, de lettres administratives, d'ordres divers. Les deux, c'est-à-dire A, B, D et E, s'inscrivant donc dans le cadre réglementé du droit public. Et enfin, deux documents internes à l'administration, eux aussi conditionnés par les institutions et donc réglementés par le droit public. Ces sources relevant de l'écriture quotidienne, contrairement aux premières, s'inscrivent normalement dans l'urgence du présent et sont au service d'actions à l'intentionnalité immédiate, d'où le terme d'écrit éphémère ou transitoire adopté par certains historiens. Ils ne sont pas destinés à entrer dans le flux de la tradition en vue d'une transmission longue, sauf pour certains documents juridiques prouvant les droits d'un individu qui sont conservés, mais de façon, j'insiste bien, passive, dans les archives familiales. Et le fait que ces documents relevant de l'écrit quotidien s'inscrivent dans une action présente, qu'ils prolongent, explique que les médiévistes aient regroupé une partie de ces textes sous le concept d'écrit pragmatique. Il nous faut ajouter le cas de l'écrit épigraphique, qui est plus difficile à définir, d'autant qu'il couvre lui aussi des types d'inscriptions assez divers. Les inscriptions, pour leur contenu, peuvent être du côté des documents, mais du point de vue de leur mode de transmission et de l'intentionnalité qui se trouve derrière, sont plutôt du côté des textes littéraires, ce que j'ai appelé l'écrit pérenne. Il peut s'agir d'ailleurs de véritables documents, comme des pétitions ou des ordonnances impériales ou ordonnances promulguées par les plus hautes autorités qu'on a jugé bon de graver. Or, en se transformant en inscription, ces documents rejoignent l'écrit pérenne et en adoptent certaines des caractéristiques. Par exemple, le soin accru de la mise en page, une publicité de longue durée qui dépasse la génération qui en a vu la rédaction, un élargissement de l'horizon des destinataires. On pourrait dire que l'inscription est au document ce que la copie sur papyrus est à l'œuvre originale d'un auteur. Or, comment l'usage du copte, de la fin du IIIe siècle jusqu'à la première moitié du VIe siècle, se positionne-t-il sur le damier, dirais-je, de la culture écrite telle que je viens d'en faire la typologie? Eh bien, il a surtout investi le champ de la littérature de reproduction, avec les nombreuses traductions de textes chrétiens, principalement bibliques, y compris d'ailleurs les apocryphes de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme le Testament d'Abraham ou de Job, l'Ascension d'Isaïe, les Actes de Paul, mais aussi des textes patristiques ou homélitiques, comme le traité sur la Pâque de Méliton de Sardes, qui est connu par plusieurs manuscrits de cette période, le Pasteur d'Hermas, ou la lettre de Dracontus à Athanas, qui nous est parvenue dans une version copte parfois plus complète que l'original grec, grâce à un papyrus de l'abbaye de Montserrat que son éditrice Sofia Toralastovar est venue présenter à l'automne dernier dans le cadre du séminaire d'Anne Boudor.
Sans compter les traductions d'écrits gnostiques, d'écrits manichéens connus grâce aux découvertes de Nag Hammadi pour les premiers ou de Medinet Mahdi et plus récemment de Kélis pour les seconds. J'aurai l'occasion de revenir sur tout cela très bientôt. Mais à une exception près, sur laquelle je m'appesantirai plus tard, le copte peine encore à s'imposer comme médium d'une littérature originale. Dans les champs de l'écriture quotidienne, le copte n'occupe que les deux premiers niveaux, c'est-à-dire les écrits qu'un particulier rédige pour lui-même ou les écrits que s'échangent deux particuliers dans un cadre privé, les lettres d'affaires ou les lettres privées. Il est en revanche absent des deux autres niveaux, les niveaux C, D, E et F. Autrement dit, le copte ne s'utilise, je l'ai déjà dit, que dans le domaine privé, et encore quand celui-ci n'est pas réglementé par le droit. Dès qu'on a affaire à un écrit encadré par le droit privé ou public, texte juridique, texte judiciaire, texte administratif, eh bien le copte cède le pas au grec. Il est aussi absent de l'épigraphie, que celle-ci s'inscrit dans l'espace public ou plus modestement dans l'espace privé, à l'exception peut-être des inscriptions funéraires, mais qui sont très difficiles à dater et on a du mal à pouvoir dire qu'une inscription funéraire est du 5e ou du 6e siècle pour l'instant. Aussi, pendant les 3 premiers siècles de son existence, eh bien, le copte atteste un spectre d'usage très étroit qui le confine au domaine purement privé et l'exclut des échanges réglementés et du domaine officiel. Bref, et j'insiste bien sur cette expression, de l'écrit institutionnel. Le fait que le copte fut cantonné à la copie des textes littéraires et à la rédaction des lettres privées pourrait même avoir physiquement influencé l'écriture copte elle-même et expliquer une de ses caractéristiques les plus saillantes. Sa tendance à la non-cursivité et ses allures de majuscules propres à la copie des papyrus littéraires ou des lettres privées. Alors, à l'exception notable et, je dirais pour l'instant, assez inexpliquée des papyrus de Kélis, l'écriture copte des premiers siècles s'oppose très nettement à la cursive des textes documentaires grecs, et surtout des textes notariés. Vous avez à l'écran un exemple avec 2 lettres, une copte et une grecque, des archives du monastère mélicien d'Athor, ou de Fator. L'écriture copte, comme vous le voyez en haut, est une minuscule qu'on appelle techniquement bilinéaire, c'est-à-dire que les lettres s'inscrivent à peu près toutes entre 2 lignes imaginaires, une qui délimite le haut des lettres et une qui délimite le bas des lettres. Une écriture donc bilinéaire, majuscule, dans laquelle les lettres ne sont pas, et j'insiste bien là-dessus, ligaturées les unes aux autres. Tandis que, vous le voyez en bas, l'écriture grecque, elle, échappe à cette bilinéarité avec des lettres qui présentent des appendices qui montent au-delà de la ligne supérieure ou qui descendent au-delà de la ligne inférieure. Et surtout, des lettres qui sont liées, ligaturées, comme on dit techniquement en paléographie, les unes aux autres. Alors, un autre exemple avec des papyrus, des archives de Néphéros. Nous sommes toujours au IVe siècle. Donc, en haut, vous avez un texte copte, en bas un texte grec. On constate exactement le même phénomène, au point que les 2 écritures, l'écriture grecque et l'écriture copte, quoique constituées, je le répète, d'à peu près les mêmes lettres, eh bien, ont l'air très différents. L'écriture copte a une allure qui la rapproche des textes littéraires grecs de la même époque, qui sont écrits dans une écriture majuscule où les lettres ne sont pas liées les unes aux autres.
qui se différencie très nettement de l'écriture grecque des documents comme les contrats, comme les pétitions, comme les reçus. À moindre égard, les lettres privées qui, je dirais surtout au IVe siècle, ont tendance, dans certains milieux surtout cultivés, à être influencées par l'écriture majuscule des livres. Cette différenciation est telle qu'au VIe siècle, le notaire et poète amateur, on va dire, Dioscore d'Aphroditée, dont on a une partie des papiers d'affaires et des brouillons de poèmes, eh bien, emploiera le même style d'écriture pour écrire des documents coptes et composer ses poèmes en grec, par opposition à celui qu'il emploie pour les documents grecs, ce qui montre bien qu'il ressentait cette écriture majuscule non ligaturée comme littéraire ou bien comme propre à noter du copte. Cette liaison entre copte et écriture livresque a été rapidement avancée par Leslie McCool, mais mise ensuite en doute par Roger Bagnall, considérant qu'elle s'appuyait sur un manichéisme trop simpliste entre book hands, c'est-à-dire écriture livresque, et cursive business hands, c'est-à-dire écriture cursive des documents d'affaires. Le fait que la typologie des écritures en usage était beaucoup plus complexe n'affaiblit pas l'opposition théorique, l'opposition idéale que les anciens ont développée entre écriture livresque et écriture documentaire. Et j'entends bien, j'insiste là-dessus, par là, celle des documents juridiques et administratifs, non celle des lettres privées qui souvent sont à mi-chemin entre les deux types d'écriture. Opposition d'ailleurs qui existe dans beaucoup de sociétés, qui continue à exister dans la nôtre entre l'écriture typographique et les écritures manuscrites, l'écriture typographique étant caractérisée par des lettres qui ne sont pas liées les unes aux autres et qui sont utilisées plus particulièrement pour les livres. Alors certes, on peut se demander si le style graphique du copte est motivé par un usage à l'origine exclusivement livresque ou par le fait que le copte a commencé à être employé dans le domaine documentaire uniquement pour les lettres privées, à une époque où, je l'ai dit, on avait tendance à utiliser une écriture moins cursive et plus proche des livres pour ces lettres privées. Ce qui est en tout cas indéniable, c'est que le style graphique copte, dès le début, a contrasté fortement avec le style des documents grecs de la pratique notariale ou de la pratique administrative, et que ce contraste s'est maintenu si longtemps et si systématiquement que je serais tenté d'y voir les résultats d'une répartition sociale, consciente et volontaire entre les deux écritures, autrement dit de ce qu'on pourrait appeler une digraphie socialement organisée. J'en veux pour preuve que l'écriture copte finira par adopter le style cursif des documents grecs, par exemple, lorsqu'elle cessera de n'être utilisée qu'à des fins littéraires ou épistolaires. Autrement dit, quand elle sera usitée pour des textes juridiques et administratifs. Et je vous en montre deux exemples à l'écran de cette cursive copte, avec un document de nature juridique du 7e siècle en haut et un document de nature administrative, il s'agit d'une demande de sauf-conduit, en bas, un document du 8e siècle. Je pense donc qu'il est légitime de faire un lien entre paléographie et domaine d'usage des langues. Le caractère majuscule du copte me semble être la traduction graphique de la reconnaissance de son impropriété à un usage juridique ou administratif. On voit, une fois de plus, que la paléographie est le reflet de l'histoire d'une société et de ses options culturelles. Alors, l'invisibilité du copte dans le domaine des textes non épistolaires, non privés, n'a pas été sans susciter la curiosité du monde savant.
Certains y ont vu un accident de notre documentation, ce qui rendrait caduque la problématique des cours de cette année. C'est ainsi que Leslie McCool n'hésite pas à dire, je la cite, que la rareté des documents coptes de la préconquête, donc avant 641-142, et quand elle dit documents de la préconquête, elle entend par là les documents juridiques, eh bien que la rareté de ces documents est plus probablement un artefact de l'état de conservation de la documentation qui nous est parvenu que le résultat d'une situation propre à la fin de l'Antiquité. Elle écrit ailleurs, lorsque des sites en Égypte ont été explorés pour leurs papyrus ou lorsque des découvertes accidentelles ont été faites, le matériel plus tardif, présent dans les couches supérieures, a subi le plus de pertes. En raison de la formation exclusivement classique des personnes travaillant dans le domaine jusqu'à récemment, les papyrus grecs étaient non seulement ceux qui étaient prisés, mais ceux qu'on déchiffrait et publiait, tandis que les papyrus coptes étaient remisés dans des réserves, relégués à la curiosité occasionnelle des orientalistes ou des spécialistes de religion. Le préjudice, continue-t-elle, le préjudice subi par les papyrus coptes fut grave et on ne peut que conjecturer son étendue. Leur survie est plus précaire encore dans le climat politique d'aujourd'hui. Fin de citation. Les deux causes qu'elle avance sont bien réelles. Les couches byzantines des fouilles ont fait l'objet par le passé de déblaiements qu'on pourrait qualifier, pour être gentil, expéditifs, qu'il suffise de penser aux installations tardives sur les temples pharaoniques qui ont été, et j'utilise des guillemets, nettoyés sans ménagement et sans étude pour dégager les seuls monuments qui suscitaient l'intérêt des archéologues d'alors et des touristes d'aujourd'hui. Par ailleurs, pendant longtemps, la coptologie a été le parent pauvre de la papyrologie, comme l'a bien montré Sarah Clarkson dans une étude intitulée Papyrologie et utilisation des sources coptes d'un ouvrage collectif de 2004. Herbert Thompson résumait efficacement en 1929 la situation des études coptes par rapport aux études grecques par cette formule brutale mais exacte: la langue copte a souffert d'être la domestique du grec. Certes, mais ces deux raisons n'expliquent en rien le fait que ce ne sont que les documents juridiques, les documents administratifs qui font défaut. Ni le hasard des destructions, ni le désintérêt dont a souffert longtemps la papyrologie copte ne sont à même de rendre compte de cette totale carence. Alors, une explication de type juridique serait-elle plus légitime ? On pourrait avancer que le cadre juridique dans lequel s'inscrivaient les rapports entre individus est, depuis la constitution antoninienne de Caracalla, 212, vous savez, constitution qui accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants, tous les hommes libres de l'Empire, eh bien, depuis 212, le droit romain est le seul qui s'applique, et que ce droit, s'il avait toléré le grec, ne laissait pas de place à une langue aussi éloignée des concepts juridiques romains que l'égyptien. Alors, j'aurai l'occasion de revenir sur ce problème, mais qu'il me suffise pour l'instant d'objecter que l'histoire oppose de nombreux contre-exemples aux liens de causalité qu'on serait tenté de faire entre droit et langue d'expression juridique. À moins, évidemment, que le pouvoir romain n'ait formellement interdit le recours aux langues vernaculaires dans la production d'actes juridiques. Mais nous n'avons aucune trace d'une telle interdiction dans les papyrus, sauf peut-être une fugace allusion dans un testament des années 610, où le testateur, qui ne connaît pas le grec, déclare, je cite, avoir cité son testament dans la langue des Égyptiens, c'est-à-dire le copte, mais avoir enjoint
qu'on l'écrive en grec selon ce qui est, alors je cite l'expression du papyrus grec, selon ce qui est impérialement prescrit par les lois bien et pieusement établies, autrement dit, selon les prescriptions impériales. J'aurai l'occasion de revenir sur ce texte plus tard. Mais nous sommes dans le cas un peu particulier du testament, qui, parce qu'il relève du droit civil, du ius civile, a toujours été soumis à des restrictions en matière de langue. Le grec n'a été toléré pour les testaments que fort tard, sous Sévère Alexandre. Donc on est au IIIe siècle. Et inversement, nous n'avons pas de trace d'une loi autorisant le recours au copte qui expliquerait, comme nous le verrons, la floraison de contrats coptes avant la fin de la domination byzantine en Égypte. Mais le silence des papyrus n'est pas suffisant. Et il nous faut élargir notre enquête à l'ensemble des sources législatives et à l'ensemble de la documentation papyrologique en regardant au-delà de l'Égypte. Ce rapport de force entre langue indigène reléguée au domaine privé, dans le type d'écrit le moins formel qui soit, la lettre, et de l'autre côté la langue officielle utilisée dans tous les domaines de l'écrit, résulte-t-il d'une mesure du droit romain destinée à étouffer les langues vernaculaires au profit du latin et de son ersatz, le grec, ou bien est-il une situation propre à l'Égypte? Autrement dit, pour reposer la question autrement, y aurait-il eu une exception égyptienne? Et si oui, quelle en est la raison? Alors commençons par interroger les sources normatives, autrement dit les sources législatives. Alors, si les juristes de l'Antiquité se sont intéressés à la langue de rédaction des actes juridiques, c'est avant tout pour déterminer si, dans une perspective tout à fait latino-centriste, le grec avait quelque légitimité. On a cependant deux textes qui intéressent plus particulièrement la question de l'usage des langues vernaculaires à des fins juridiques et qui ont été principalement étudiés par Ramsay MacMullen dans un article intitulé Provincial Languages in the Roman Empire, un article de 1966, et par Andreas Wacke dans un article de 1993 intitulé Gallisch, Punisch, Zürich oder Griechisch statt Latein. Alors le premier texte juridique est un texte du juriste Ulpien. Nous sommes donc au début du IIIe siècle, transmis par le digeste et concernant la stipulatio. Vous savez, j'en ai parlé la semaine dernière, la stipulatio, c'est cet échange entre parties qui, à la fin d'une transaction, la valide et qui consiste en une question du créancier suivie de la réponse symétrique du débiteur. Alors, je vous lis le texte, la traduction du texte latin, texte d'ailleurs qui n'est pas sans poser quelques problèmes philologiques, mais bon. Cela ne fait aucune différence si la réponse, sous-entendue à une stipulatio, se fait dans la même langue ou dans une autre. Par exemple, si quelqu'un pose la question formelle en latin et reçoit une réponse en grec, pour autant que la réponse est conforme, l'obligation est constituée. Et il en va de même dans le cas inverse. On peut hésiter sur le fait de savoir si nous étendons cette règle à la seule langue grecque ou à d'autres langues comme le punique, l'assyrien. Alors, le terme qui est utilisé, assurium, dans ce texte, en fait, est à comprendre comme signifiant syriaque, ou toute autre langue. Telle est la position de Sabinus dans ses écrits. Mais la vérité admet aussi que toute langue peut produire une obligation verbale à condition que les deux parties comprennent la langue de l'autre, soit personnellement, soit grâce à un fidèle interprète. Donc vous voyez, si on doit retenir quelque chose de ce texte, c'est que n'importe quelle langue peut créer une obligation entre deux individus. Le second texte que je peux invoquer
concerne ce qu'on appelle les fideikommi, c'est-à-dire ces dispositions de dernière volonté qui ne sont pas revêtues des formes solennelles des legs ou des institutions d'héritiers. Je cite le texte. On peut laisser des fideikommi dans n'importe quelle langue, pas seulement en latin ou en grec, mais aussi en punique, gaulois ou dans la langue de n'importe quelle autre nation. Le problème de la langue d'expression se posait pour les juristes principalement dans le cas du ius civile, qui implique ce qu'on appelle des verba solemnia, c'est-à-dire des formules codifiées qui sont utilisées pour exprimer un engagement entre deux parties, un engagement qui est contraignant. Donc, verba solemnia qui ne peuvent être prononcés qu'en latin, contrairement aux actes relevant du ius gentium, c'est-à-dire le droit des gens s'appliquant aux peuples étrangers, où le grec, mais aussi d'autres langues, sont reconnus possibles, voire, je dirais, nécessaires, dans le cas des pérégrins ou même des citoyens romains qui ne connaissent pas le latin. L'obligation d'intégrer les citoyens non hellénophones, devenue plus impérative encore après la constitution antoninienne de 212, explique que l'on ait étendu l'usage juridique d'autres langues, bien sûr le grec, qui avait déjà acquis une place un peu exceptionnelle à côté du latin, mais aussi les autres langues vernaculaires de l'Empire. Ce qui compte désormais, c'est que les parties puissent se comprendre, quelle que soit la langue dans laquelle elles s'expriment, à l'exception de quelques actes comme les testaments, comme je l'ai dit plus haut. Justinien, au VIe siècle, reprenant les propos d'Ulpien sur la stipulatio, réaffirme clairement ce principe. Vous avez le texte à l'écran, je vous donne la traduction. Que la stipulation soit en latin ou en grec, ou toute autre langue, est indifférent, à condition que les deux parties se comprennent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'elles parlent toutes deux dans la même langue, tant que la réponse correspond à la question. Et donc, deux Grecs, par exemple, peuvent contracter une obligation en latin. Mais ce n'est que dans les temps anciens que ces verba solemnia étaient en usage. Par la suite, Léon, donc nous sommes au Ve siècle, promulgua une loi selon laquelle, leur emploi ayant été aboli, les parties devaient seulement se comprendre et tomber d'accord, quels que soient les mots dans lesquels un tel accord s'est exprimé. Voilà les quelques textes que je suis en mesure d'apporter à ce problème. Voilà les rares discussions que l'on trouve dans les sources législatives. Mais qu'en était-il dans la pratique? Et on doit toujours se poser ce problème avec les sources législatives. Nous avons vu que les papyrus ne confortent pas les conclusions des juristes, papyrus d'Égypte. Mais était-ce le cas ailleurs qu'en Égypte? Quoique la papyrologie ait été pendant longtemps exclusivement égyptienne, eh bien, elle s'est, depuis un certain nombre de décennies, elle s'est diversifiée, en s'ouvrant sur d'autres horizons géographiques, et notamment grâce aux découvertes du Proche-Orient. Et pour cela, pour ceux qui sont intéressés par la papyrologie, on va dire extra-égyptienne, je vous renvoie à deux articles, l'article de Anna Cotton, William Cockle et Fergus Millar, Papyrologie du Proche-Orient romain, un survey paru dans le Journal of Roman Studies de 1995, et plus récemment, la contribution de Jean Gascou, la papyrologie du Proche-Orient, dans l'Oxford Handbook of Papyrology, édité par Roger Bagnall en 2009. On a tendance à penser que la papyrologie est uniquement égyptienne, à l'exception ancienne déjà d'Herculanum en Italie, mais non, c'est une idée reçue, et je dirais que c'est une idée de plus en plus, que les découvertes de ces dernières décennies ont rendu de plus en plus caduques. Je voudrais juste rappeler en quelques mots les principales découvertes papyrologiques de ce Proche-Orient. Eh bien, vous avez
l'ancienne Palestine, avec les découvertes faites dans les sites du Negev, les papyrus de Nessana, les ostracas de Sbeita, d'époque byzantine et arabe, ou bien les sites de la mer Morte, avec les papyrus bien connus de Qumran, de Nahal Hever, de Mourabat, de Masada, de Jéricho, et puis eh bien, les papyrus du Moyen-Euphrate, avec les trouvailles de Dura Europos et celles de l'ancienne Apadana, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Et puis, plus récemment encore, un lot de papyrus carbonisés du VIe siècle a été découvert dans une pièce adjacente à une église, à Petra, donc en Jordanie. Donc vous voyez, la papyrologie proche-orientale est en pleine expansion et nous avons aujourd'hui un certain nombre d'actes juridiques dans les diverses langues dérivant de l'araméen, c'est-à-dire le nabatéen, le palmyrénien et surtout le syriaque. Alors, je passerai sur les actes en nabatéen qui sont du 1er et 2e siècle et qui sont conservés par les papyrusiadines, que les papyrologues appellent plutôt maintenant les papyrus babata, pour m'intéresser à ceux du IIIe siècle, donc quasiment contemporains de l'époque d'émergence du copte en Égypte. Papyrus qui sont du Moyen-Euphrate. Alors, ils proviennent de deux ensembles, celui des papyrus de Dura Europos, issus des fouilles menées par une équipe franco-américaine dirigée de 1928 à 1937 par Rostotsev, et les papyrus de l'Euphrate, un lot de 21 documents achetés dans le commerce qui proviendraient probablement de l'ancienne Apadana, un peu au nord de Dura, comme vous le voyez sur la carte, comme l'avait jadis montré Rostotsev lui-même. Papyrus qui ont été publiés par Denis Fessel, Jean Gascou et pour les papyrus syriaques par Javier Texidor de 1990 à 2000. Et encore récemment, il y a quelques jours si je puis dire, Jean Gascou vient d'éditer un fragment de ce lot dans un article intitulé « Nouveaux papyrus d'Arabie et de Syrie », publié dans la revue Index de 2017, mais l'article est sorti vraiment il y a quelques jours, et dans lequel il publie aussi un contrat de mariage du IIIe siècle de Bab el-Dhira, en Jordanie. Alors, ces documents de Dura Europos et d'Apadana, qui sont principalement des contrats et des pétitions, tous rédigés sous domination romaine, témoignent de l'emploi d'une autre langue que le grec, en l'occurrence d'un des trois dialectes araméens que j'ai cités plus haut, nabatéen, palmyrénien et surtout syriaque. En l'occurrence, il s'agit de palmyrénien et de syriaque. Alors, la langue vernaculaire dans ces papyrus, ou ces cuirs, parce que certains sont sur cuir, intervient sous trois formes différentes. Elle peut être la langue principale de l'acte. Alors vous en avez 5 exemples. Le Pédoura 151, qui est un contrat de vente ou de location, peut-être, selon d'autres, un testament écrit en judéo-araméen. Vous avez le papyrus de Doura 152, qui est probablement un contrat de location, écrit lui en palmyrénien. Papyrus Euphrate 18, qui vient de Marcopolis, qui est de 240, qui est une reconnaissance de dette rédigée en syriaque. Et le 19, du même endroit, écrit 2 ans plus tard, qui est un contrat de location de terrain, écrit aussi en syriaque. Enfin, le papyrus Doura 28, écrit à Édesse en 243, qui est un contrat de vente d'une esclave rédigé en syriaque, selon d'ailleurs un formulaire très, très marqué par le grec. La langue vernaculaire peut aussi se restreindre aux souscriptions des parties ou de certains témoins. Alors, voilà quelques exemples, avec le Pédoura 27, qui est un contrat de vente
avec des souscriptions en grec et une que j'ai encadrée en araméen. Ce qui est un cas unique à Doura selon l'édition. Le papyrus Euphrate 12 de 244, qui est un contrat de dépôt de biens mobiliers, des vêtements et des bijoux, ayant appartenu à une défunte, écrit en grec, avec des souscriptions en grec, mais une se trouvait écrite en syriaque. Le papyrus Euphrate 6 et 7, qui est un contrat de vente d'esclaves avec son duplicatum, en grec, avec 4 souscriptions en syriaque, et au dos, 5 souscriptions, dont 4 en syriaque. Le papyrus Euphrate 10, écrit à Car en 250, qui est un contrat de vente d'une jument en grec, avec souscription en syriaque, en bas au dos du déclarant et des témoins, sauf une souscription de témoins qui est en grec. Ensuite, papyrus Euphrate 3 et 4, de 252-256 selon les éditions, ou 45-48 selon un autre savant, pétition et son duplicatum à un praepositus praetenturae, écrite en grec avec la souscription du pétitionnaire en syriaque. Et enfin, le papyrus Euphrate 9 de 252, qui est un contrat de vente d'esclaves en grec avec une souscription en syriaque du témoin. Alors, j'ajoute à ces deux types d'emploi des langues vernaculaires un troisième qui est assez peu clair, c'est celui du papyrus Euphrate 1, qui a été écrit à Antioche en 245, qui est une pétition au gouverneur de la Coëlée-Syrie, rédigée en grec avec la souscription en latin du récipiendaire. Et au verso, après l'endossement grec, eh bien, on relève les traces de 3 signes, peut-être syriaques, hein, vous les avez ici en gros à l'écran, encadrés de 2 traits. Comme le document est un duplicatum de l'original, préparé immédiatement par le greffe ou par quelques scribes agréés, remis aux pétitionnaires pour étayer leur démarche ultérieure, d'après les éditeurs, eh bien, aurait-on affaire à une marque d'enregistrement? Je ne saurais répondre, en tout cas, cela me paraît assez curieux. La situation que renvoient les papyrus du Moyen-Euphrate est donc tout à fait à l'opposé de ce qui se passe en Égypte. On rédige des contrats dans des langues locales, on n'hésite pas à souscrire dans ces langues plutôt que de faire appel à, vous vous souvenez, ce qu'on appelle un hypographeux, c'est-à-dire à quelqu'un qui se substitue au souscripteur, enfin, à celui qui signe le contrat quand il ne sait pas écrire. Hypographeuse d'ailleurs qui, dans cette région du Proche-Orient, était appelé un keirokrètes. On se permet même d'avoir recours pour apposer sa souscription à une pétition, autrement dit, en s'adressant à l'autorité administrative à une autre langue que le grec. Le contraste est frappant entre la situation de ces papyrus et celle qui se dégage des papyrus égyptiens. Il avait d'ailleurs été relevé en son temps par Arnold Jones en 1964, dans son chef-d'œuvre The Later Roman Empire, où il signalait déjà la différence de situation linguistique entre l'Osroène et la Mésopotamie d'un côté et l'Égypte de l'autre, à une époque d'ailleurs où les papyrus d'Euphrate n'étaient pas encore connus. Donc le contraste est frappant entre les 10 situations, si frappant qu'on peut être saisi de doutes quant à sa validité. Et je vois que c'est la fin du cours. J'émettrai quelques doutes justement sur ce problème au cours prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je vous remercie.